Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo update lecture avec un temps magnifique. Je dois le dire, en Normandie, ça fait 2 jours qu'il fait beau, on est tous contents. Vous avez peut-être remarqué que je suis bien mieux assise aujourd'hui, que je me tiens droite pour une seule et bonne raison. J'ai reçu un fauteuil de la part de FlexiSpot. Je vous en avais déjà parlé il y a quelques années parce qu'il m'avait envoyé mon bureau et il me sauve la vie actuellement avec une chaise de bureau ABS 12 Pro en noir. Elle existe aussi en gris. C'est pas un partenariat rémunéré. Ils m'ont envoyé gratuitement le produit et je dois dire que ça me sauve littéralement le dos parce que je travaillais sur une chaise qui n'était pas du tout une chaise de bureau depuis bien 2 ans maintenant. Donc là, ça me change radicalement la vie parce que le siège est vraiment pensé pour être confortable, notamment au niveau des lombaires, au niveau du dos, au niveau de la tête, et il est inclinable. Au niveau des accoudoirs, vous pouvez le fixer aussi de la manière dont vous voulez. Et surtout, elle est confortable parce que j'en ai essayé un bon nombre, ça fait quelques temps que j'en cherche une, et elle est confortable, il y a de la place. Je pense notamment aux personnes qui ne font pas du 36. Parfois, il y a des chaises de bureau qui sont extrêmement inconfortables. Je la trouve élégante et confortable, et vraiment, ça me change la vie. Mais du genre, ce matin, la première chose que je suis allée faire, c'est mes corrections. Du genre, sur mon petit ordi, j'étais refaite. Et même pour les vidéos, ça va être beaucoup plus confortable pour moi d'être bien assise, d'être droite et de bien être dans le cadre. Je vous mets le petit lien en barre d'infos vers la chaise si cela vous intéresse, si vous êtes en recherche, si vous voulez faire un cadeau. Mais ça change clairement la vie quand vous faites notamment comme moi du télétravail tout le long de l'année, et ça va être surtout très bon pour mon dos et mes lombaires qui me remercient. Du genre, vraiment là, je suis un peu aux petits anges, je sens le petit appui dans mon bas du dos, c'est très confortable. Alors on va commencer avec l'update lecture, des lectures très variées. Je vais avoir du contemporain un peu glissant au niveau de la thématique. Je vais avoir un classique de la littérature de genre de l'imaginaire, et je vais avoir de la fantaisie à vous présenter. Je vais vous présenter le premier livre que je n'ai pas à ma disposition parce que je prête mes livres à mes proches quand c'est des livres qui peuvent leur plaire. Voilà, notamment quand c'est pas trop de l'imaginaire. Et donc, c'est le livre 1000 petits riens. 1000 petits riens, c'est un livre qu'on m'a offert à Noël, que ma cousine m'a offert parce qu'elle avait adoré ce livre-ci. J'avais dit une grosse bêtise quand je l'ai présenté, donc ça devait être dans le book haul de janvier, en disant que cet auteur était une personne afro-américaine, ce qui n'est pas le cas, et ça a un intérêt dans le texte, parce que comme le thème est assez difficile en ce moment, je me suis dit, il n'y a qu'une autrice afro-américaine qui pourrait prendre ce thème-ci à bras-le-corps. Non, c'est une autrice blanche, et à la fin, elle explique bien pourquoi, du comment a été fait ce texte-ci. Mais 1000 petits riens, c'est un texte qui parle du racisme, et du racisme notamment ordinaire. Et c'est hyper intéressant la note qu'elle fait à la fin en expliquant que ce texte, elle n'est pas concernée par la question, mais que ce texte a été adressé à toutes les personnes qui ne sont pas concernées par la question directement du racisme et qui intériorisent un racisme en se disant qu'ils ne le sont pas. Et voilà, c'est surtout le racisme intériorisé et pour dénoncer les grosses problématiques aux États-Unis. Alors 1000 petits riens, c'est un récit à multi-points de vue, à 3 points de vue essentiels. Vous suivez une femme qui est sage-femme dans un hôpital, qui vient d'une famille plutôt pauvre. Sa mère était domestique pour des personnes blanches très haut placées, un acteur de cinéma avec sa femme, et elle a 2 filles, et ces petites filles-là vont se confronter dès assez tôt au fait qu'elles sont assez différentes de la petite fille avec laquelle elles ont grandi, donc la fille de la personne qui a embauché sa mère. La jeune fille qu'on va suivre va avoir une illumination en voyant un premier accouchement et va décider de devenir sage-femme. C'est une jeune femme qui va consacrer des années à ses études en étant extrêmement sérieuse, et enfin à obtenir ce poste. Il faut savoir que c'est un texte qui se passe pas dans les années 2000, hein, ça se passe un petit peu dans les années, je crois, 90 ou 80, dans mes souvenirs. Et elle a ce poste, ça fait 20 ans qu'elle est à l'hôpital, elle parle de tout son métier d'accouchement, de son rapport aux mères, et donc il y a beaucoup de choses sur la maternité et tout. Et un jour, il y a quelque chose d'affreux qui va se passer. Elle se présente dans une chambre d'hôpital où une femme a accouché il y a quelques jours, où l'enfant en question n'est pas en grande forme. Elle s'approche, et la réaction du père, c'est qu'elle ne doit pas toucher cet enfant. Elle ne comprend pas trop pourquoi la première fois. Et en fait, c'est la première fois de sa vie à l'hôpital qu'elle va voir frontalement quelqu'un qui va lui dire, du fait de sa couleur de peau, elle ne peut pas s'occuper de cet enfant-ci. Les parents de l'enfant qu'on va suivre, et notamment le père, sont des personnes qui sont affiliées à l'ultra-droite américaine, Ku Klux Klan et tutti quanti, et qui grandissent dans la haine, voilà, qu'on grandit dans la haine, et pour eux, c'est insupportable qu'une femme noire touche à leur gosse.
Le problème qui va se poser, c'est que l'enfant, donc notre infirmière, va vite dire qu'il y a un problème, vouloir faire des examens. Comme elle a été rejetée, c'est marqué dans le dossier qu'elle n'a pas le droit d'approcher. Donc il y a tout un truc avec l'hôpital qui couvre le racisme sous-jacent. Voilà. Et ça dénonce aussi beaucoup le système hospitalier américain. Et l'enfant va décéder. Et va décéder dans une... C'est vraiment le début du récit, hein. Dans une manière assez particulière, c'est que la femme conçue en question, elle était là quand ça s'est passé, elle a essayé de le sauver, et il y avait tout ce truc de est-ce qu'elle doit toucher l'enfant ou pas, parce qu'elle elle a pas le droit de le faire, hein, sa hiérarchie lui a dit, et le père, mort de chagrin, hein, voilà, même si ce sont des êtres horribles, ils ont perdu leur enfant, va porter plainte contre cette femme-ci. Et donc elle va tout perdre. Et en parallèle, on suit donc l'avocate, une jeune avocate blanche qui décide par un peu opportunisme d'aller défendre cette femme-ci parce que c'est un cas assez important pour sa carrière. Et il s'ensuit en fait ces 3 points de vue qui vont s'entremêler. On va découvrir le destin de chacun, le rapport de chacun, alors au racisme, au système hospitalier, au système de la justice. Et ce qui est très intéressant avec ce texte, c'est que, faut dire ce qui est, il est très rude. Et je l'ai pas lu à une période ouf, c'est-à-dire que je l'ai lu entre les 2 tours de nos législatives. Donc je peux vous dire que c'était un peu tendax. Et c'est vrai que les scènes avec le père, on le suit en fait dans son escalade de violence, hein, parce que c'est quelqu'un qui a fait des choses extrêmement horribles, hein, et ce qui est hyper perturbant, c'est qu'on voit en fait la ligne de comment aux États-Unis on formate des gens à haïr d'autres gens. C'est déjà le cas en France, hein, on a vu les résultats des élections, mais là c'est particulier parce que y a un engrangement de la haine, il y a le port des armes, c'est vraiment une dénonciation de l'Amérique. Et en fait, cet homme-ci va grandir dans ce désamour-là, va trouver la femme de sa vie et va aussi se confronter à des fois où il va rencontrer des personnes de couleur et se dire pourquoi je les déteste, parce que même, tu vois, c'est quelque chose qui se pose déjà d'avance. C'est un texte qui est très dur sur ces questions-là. Si vous avez beaucoup de mal avec le racisme, c'est extrêmement violent sur certaines questions. C'est pas de alors il y a de la brutalité physique, mais le racisme ordinaire et le fait qu'on le suit à travers les yeux de cette infirmière, et c'est tellement injuste. Il y a des moments, ça te brise le cœur. Franchement, ça te brise le cœur. T'as envie de secouer tout le monde pour dire que c'est vraiment un livre qui prend assez aux tripes. Moi, j'aime bien les livres de, on va dire, un petit peu de criminalité, ou du moins de tout ce qui est lien avec l'avocat, le tribunal. Et donc voilà, j'ai apprécié ça, même si c'est un petit peu rapide. C'est un livre qui se veut simpliste aussi, hein, c'est-à-dire que les personnages rentrent vraiment dans des carcans. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que l'autrice, en fait, elle balaye des portraits très très différents et elle parle du racisme dans un éventail qui n'est pas non plus un éventail, comment dire, brut. C'est-à-dire que elle va mettre des nuances dans son propos, notamment la sœur de l'infirmière. Donc pourtant elles ont eu la même éducation, elle est beaucoup plus proche de ses racines et beaucoup plus dans ce truc de je défends mes droits, alors que sa sœur, elle s'est beaucoup assimilée au fait de rentrer dans la petite bourgeoisie pour que ses enfants aient une bonne éducation, et elle vit dans un quartier blanc, tu vois, ce genre de choses. Et ça pose aussi ce rapport-là du choix de vie, de ça, et des groupes américains, et notamment des groupes, là on parle de personnes noires, mais dans les tribunaux qui parfois desservent les causes des personnes qui sont jugées en étant plutôt violents ou en ayant des actions un peu compliquées. Et ce qui est le plus intéressant dans ce texte aussi, c'est le rapport au tribunal et au fait que aux États-Unis, la plaidoirie avec le racisme, c'est quelque chose qui peut te desservir énormément. Donc il y a beaucoup de choses. Le truc, c'est que parfois je trouvais que c'était un peu... Alors, c'est vraiment tiré sur du fil blanc, dans le sens qu'on sait vers où ça va et ce genre de choses. Il n'y a pas non plus énormément de rebondissements. Il y a un rebondissement à la fin qui est très tiré par les cheveux, mais très intéressant. Mais voilà, on sait comment ça avance, les questions sont apportées avec plutôt des gros sabots. Voilà, il y a, même s'il y a un peu de subtilité, ça reste quand même des portraits, notamment le portrait du mec, quand même assez cliché de l'américain qui vote certaines personnes et qui ont des armes, voilà, ça manque de nuances, mais le bouquin se veut quand même être dans l'espoir. Et ce qui est intéressant, et moi je pense que ce qui m'a le plus
plu dans le texte, c'est le rapport qu'a l'avocate et le racisme en fait intériorisé. Et ça donne un coup de pied un peu quand même dans la fourmilière de ces Américains qui se pensent bien pensants et qui ne le sont pas vraiment. Et les personnages sont plutôt bien construits. Franchement, j'ai adoré, ça se lit, je l'ai bouffé d'un coup, ça se lit très très bien. Et c'est un texte qui, je pense, peut faire du bien aux gens qui sont racistes. Hein. Un texte à faire lire aux racistes, mais en général, les racistes ne lisent pas de ce genre de texte. Mais je pense que ça fait du bien un peu à tout le monde parce que aux abonnés qui sont blancs, ça nous permet de voir à travers les yeux d'une femme noire son combat, mais aussi d'être dans la peau de cette femme blanche qui va la défendre et qui fait des choses pas forcément toujours positive pour cette personne-ci. Et franchement, sur les États-Unis, ça dénonce. Je trouve que c'est un roman qui est assez cool là-dessus parce que ça dénonce quand même beaucoup de choses. Au-delà du racisme, c'est surtout la justice, l'hôpital, parce que franchement, l'hôpital dans le truc, les collègues de travail, tout le rapport de comment elle va se retrouver lâchée du jour au lendemain financièrement, les États-Unis, t'as aucune porte de secours. La nana, elle a fait des études et tout, et c'est pas une critique de ce que je veux dire, c'est pas un jugement de valeur, mais elle va se retrouver à vendre des burgers à McDo, et elle va le faire pour nourrir son fils, et il y a tout le rapport avec son fils, par exemple, avec la notion de fierté de sa mère et du rapport au tribunal, et que lui va perpétuer le cycle potentiellement de la destruction. Il y a beaucoup de choses qui sont traitées dans le texte. Je vous le conseille si c'est une thématique qui vous plaît. Alors vous attendez pas un essai, voilà, c'est romantisé, c'est quelque chose qui est fait pour le grand public, pour parler du racisme, mais je trouve qu'il est plutôt bien fait et c'est plutôt un texte qui parle du racisme du point de vue des Blancs, parce que même si c'est une femme noire qui est le personnage principal, mais c'est plutôt une dénonciation du racisme intériorisé par la plupart des Américains et la plupart des Français, je pense quand même. Ensuite, alors là, sur une autre thématique tout à fait différente, je vais vous commencer avec ce texte-ci. Alors, La source au bout du monde. Alors, c'est un très très beau texte. Je dois dire que ce texte-ci est un des textes que j'ai mis le plus de temps à lire. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans le texte. Alors, William Morris, pour les gens qui suivent pas trop, c'est un des pionniers de l'imaginaire. Voilà, on dit que c'est une des personnes qui a inspiré le courant de l'imaginaire. C'est un auteur qui s'inspire beaucoup de toute la médiévalité. Hein. Et William Morris, c'est pas qu'un auteur. Hein. C'est les tapisseries, c'était un homme politique. Voilà, c'est quelqu'un qui était multicasquette et qui a écrit pas mal de textes qui sont importants. Cité la plupart dans des nouvelles traductions par les Forges de Vulcain. Et donc ici, c'est une édition qui était sortie il y a quelques années qui reprend les textes médiévaux avec les lettrines, les rubriques, avec l'écriture en colonne. Et je dois dire que c'est très esthétique. Voilà, c'est très esthétique, mais il y a un petit problème dans cet esthétisme, c'est que moi, personnellement, ça m'a énormément fatiguée à lire, parce qu'on n'a pas l'habitude de lire en colonne. Donc notre œil n'est plus forcément exercé à ça, et donc ça me fatiguait beaucoup à lire ce texte, qui en soi est un texte fondamental, parce que La source au bout du monde est un des textes qui est considéré comme fondateur de l'imaginaire, un des premiers textes qui est un peu classé dans le genre. William Morris, c'est pas la première fois que je le lis, mais c'est la première fois que j'ai eu autant de mal à le découvrir, mais je pense clairement que c'est notamment lié à la forme et que le texte est très long. Alors, c'est une quête, comme à chaque fois avec William, c'est une quête, c'est notre cher Rodolphe National, fils d'un roi qui va se barrer de là où il habite pour partir à l'aventure comme ses frères, et pour revenir au château, il faut qu'il revienne quand même avec quelque chose d'important. Il va pas revenir en disant « Papa, je reviens, j'ai rien fait de ma vie », c'est un chevalier, il faut qu'il fasse des actes de bravoure, et au cours de son chemin, il apprend l'existence d'une source qui s'appelle la source au bout du monde, et cette source est connue pour apporter de nombreux bénéfices. Et donc notre cher Rodolphe va partir à la chasse de cette source, mais ça va être beaucoup plus compliqué qu'il ne le pense. Rodolphe va avoir de nombreuses aventures, voilà, il va traverser des forêts enchantées, des villages avec des bouleversements politiques, va rencontrer des femmes, et notamment il y a une figure de la fée dans le texte, avec des parcours de vie très compliqués, voilà, au niveau de la sorcellerie, on retrouve des tropes qui sont assez prégnants dans l'imaginaire, le tout avec une langue très empruntée, un petit peu médiévale, donc qui n'est pas forcément accessible à tout le monde, mais c'est vrai que Rodolphe, il met du temps à trouver la source, c'est très long, il y a des passages où clairement je me suis un peu ennuyée, mais ce qui est hyper intéressant, parce que moi j'adore les textes médiévaux, c'est qu'on retrouve la matière médiévale dedans, vraiment, t'as une femme très importante dans le texte qui est apparentée à Mélusine, on a clairement l'impression de ça, vraiment
dans la représentation, où chaque personnage a un espèce de background et donc des fois le passé hyper important, où il y a des bouleversements, des trahisons, il y a cette quête-ci, il y a la quête autant de la source que la quête de l'amour dans le texte, voilà, avec des prophéties, on retrouve beaucoup de tropes de ce qui est l'imaginaire. Ce cher Rodolphe qui essaye d'atteindre cet objectif, qui va retrouver ses frères, qui eux-mêmes avancent voilà, dans la vie. Donc c'est vraiment un texte qui me semble est plutôt adressé aux personnes qui aiment les textes médiévaux. Parce que si vous aimez pas ça, je pense que vous accrocherez pas, parce que c'est quand même assez différent de ce qui est fait en imaginaire habituellement. Mais ce que j'ai apprécié, c'est de retrouver un peu les tropes qu'on va retrouver voilà, plus tard dedans, de retrouver des choses que j'ai étudiées en cours. Voilà, j'ai cet œil-là où, merci, j'ai fait beaucoup d'options médiévales à la fac, mais c'est vrai qu'il y a des grandes longueurs, notamment il y a des parties où j'étais en mode c'est pas très utile, voilà, vraiment on a l'impression que c'est un peu random, il va rencontrer des gens, il va leur arriver quelque chose, c'est vraiment le concept de petit feuilleton d'aventure. Le texte est partagé en 4 parties, vraiment voyage dans le monde entier, et c'est un voyage qui se veut aussi un petit peu intellectuel du fait que Rodolphe va devenir un homme, et donc il y a un côté passage initiatique dans le texte en passant par le deuil, l'amour, la quête de soi, et puis tout un sous-texte qui est dépendant du fait que notamment l'auteur William Morris était assez engagé politiquement sur certaines questions, c'est toutes les questions d'égalité, de tyrannie, voilà, parce que notamment on a un tyran dans le texte qui est lié à la femme dont Rodolphe tombe amoureux, la première, et on va avoir toute cette chose sur des sociétés qui sont gérées par des gens assez mauvais, et voilà, il y a aussi... Je dirais pas que c'est féministe parce que c'est très empreint sur la femme, voilà, les femmes sont un peu maltraitées dans le texte et tout, mais on a des personnages féminins assez puissants ou en rôle actif. C'est-à-dire que voilà, on a cette figure de fée qui va devenir le premier amour et la figure quasiment maternelle du texte. C'est un peu bizarre la façon dont je le dis, mais qui est une source de puissance, de magie, qui a une prestance, c'est la beauté incarnée, et qui est aimée de son peuple, et donc voilà, ça crée quelque chose d'une femme assez puissante. Et en parallèle, on a un autre personnage féminin qui a beau avoir été sauvé par Rodolphe, enfin, on retrouve le trope du médiéval où on sauve la dulcinée. Elle a un rôle actif, elle part avec lui à l'aventure, elle rechigne pas, voilà, elle est aussi active là-dedans, et c'est intéressant, et on va avoir des passages sur l'esclavage, sur beaucoup de choses politiques qu'on peut rattacher à la pensée socialiste de Maurice. Et ça questionne en fait tout ce qui est bien, mal, et les personnes qui pensent faire le bien le font pas forcément, et les personnes qu'on associe au mal, notamment voilà, avec cette figure féminine qui est quand même jugée par la société comme étant une sorte de sorcière, est en fait une femme bonne et qui a fait beaucoup de choses et qui a été maltraitée tout au long de sa vie. Donc voilà, à lire si vous êtes un peu dans cette recherche comme moi de textes fondateurs, hein, c'est un peu ce genre de choses qui m'intéresse en ce moment, mais clairement le style c'est pas de l'ancien français, voilà, vous n'allez pas avoir des mots que vous n'allez pas forcément comprendre. Par contre, les formulations, c'est assez lourd pour nous actuellement. Quand on est peu habitué, ça peut paraître un peu étrange et un peu lourd, mais sachez que si vous partez dans cette lecture, ça sera pas non plus la fantaisie à la Michael Bay, hein. Ça prend son temps, et je suis contente d'être arrivée au bout, et sincèrement je dirais pas que c'est mon préféré de Maurice parce que j'ai préféré d'autres textes de lui, mais je comprends l'intérêt, on va dire, au niveau fantasy, les apports, et l'espèce de transition entre la fantasy plus moderne et le conte et le merveilleux et le médiévalisme de l'époque. C'est un peu un entre-deux qui est assez chouette. Ensuite, alors là, on va rentrer dans de la fantaisie normale, voilà. J'ai lu un texte de Lionel Davoust, Port d'âme, parce que je crois que maintenant je suis officiellement à jour sur le cycle donc, des dieux sauvages. Port d'âme, c'est un texte qui est indépendant, qui se situe très très longtemps après donc, les dieux sauvages, et qui prend le parti de suivre en un seul tome l'histoire d'un jeune homme qui est le fils c'est un baronnet d'un noble qui va tout perdre parce que son père, c'est un peu compliqué, mais le frère de son père a joué énormément d'argent, et donc ils vont se retrouver dilapidés, et ils vont devoir de l'argent à un homme vraiment pas très très cool qui va décider d'enlever le garçon et de le forcer à rentrer dans la marine pour payer la dette. Le jeune homme il revient, voilà, des années après, hein, c'est devenu un homme fait, et va chercher l'argent que son père aurait placé, hein, parce que voilà,
il apprend très vite que potentiellement il a des petits sous-sous, que des amis de son père l'ont protégé. Malgré ses bonnes intentions de revenir sur le devant de la scène, de se faire un nom et tout, la société en place, là où il va arriver dans ce port, dans cette ville portuaire, est beaucoup plus complexe qu'il ne le pense, et il va se retrouver mêlé à des complots et des affaires. Ça parle beaucoup d'affaires monétaires, d'entrepreneuriat, d'entreprises, mais entreprises un peu belliqueuses et pas très légales dans le texte. Et il va se retrouver mêlé un petit peu à ça, et il va faire la rencontre d'une femme qui est vraiment un des trucs les plus positifs du texte, qui, au lieu de vendre son corps, vend son âme. C'est-à-dire que par le biais de la fumée, elle offre ses souvenirs, et quand elle les offre, elle les oublie contre de l'argent, et il va tomber amoureux de cette femme. Et au fur et à mesure du récit, au-delà du fait que c'est un jeune homme qui va se retrouver mêlé à des complots, on va lui faire à l'envers et tout, ce qui était sympa comme partie, mais pas non plus extraordinaire pour moi. Le personnage est attachant, mais les trucs de complot, c'est un peu vu et revu, c'était pas extraordinaire. C'est vraiment la relation entre les deux personnages, cette espèce de dépendance, de destruction, et quand on apprend tout le passé de cette femme, c'est affreux. Vraiment, c'est affreux, c'est triste. Et c'est un texte que j'ai apprécié, d'autant plus qu'il y a des petites références aux dieux sauvages. On parle de Mériane d'une façon et tout, où quand t'as lu toute la saga, c'est assez intéressant de voir un petit peu le 13 après, de voir les conséquences que ça a, mais c'est un texte qui parle vraiment de la société désargentée, du complot, un peu d'un côté un peu mafieux dans le texte, je trouve, dedans, avec la police. C'est une sorte d'inquisition, je crois, qui est en place, qui va essayer de créer un agent double avec ce gamin en question. Et voilà, c'est vrai qu'il y a des moments au niveau des entreprises et tout, j'ai trouvé ça un peu... ça, c'était dans la surenchère, il y avait toujours un rebondissement et tout, il y a des moments j'avais du mal à y croire, mais pour moi la force de ce texte, c'est les personnages, et notamment ce personnage féminin, et son destin, son rôle, qui en plus donne une saveur à la ville. Voilà, c'est une ville qui est assez, au niveau portuaire, on y croit, c'est assez crédible sur le danger dont il ressort, sur ses âmes en peine, et sur la royauté, sur pas mal de choses. Et c'est un texte qui est assez touchant. Ou comme chez Lionel Davoust, souvent, on se retrouve avec des contrebalancements. C'est-à-dire que dans Les Dieux Sauvages, on va se retrouver avec Mériane qui va devenir une sorte de Jeanne d'Arc, alors que c'est la fille, je crois que c'est une fille de sorcière, voilà. Elle est vraiment dans le peuple, elle a vécu dans la forêt. Là, c'est un garçon qui aurait dû avoir une vie exceptionnelle et qui se retrouve à devoir se battre pour retrouver son statut. Est-ce qu'il le retrouvera un jour, ou est-ce qu'il va finir encore plus mal qu'il ne l'était parti dans la vie ? Donc voilà, c'était très sympa. Franchement, Port d'âme, ça se lit très très bien. Et c'est une bonne porte d'entrée pour les gens qui veulent essayer Les Dieux Sauvages. C'est très différent, parce que Les Dieux Sauvages, c'est très belliqueux, beaucoup plus fantasy en termes de créatures, beaucoup plus religieux. Là, c'est plus du... Pour moi, c'est plus un truc qui va un peu dans l'univers Six of Crows, même si ça n'a pas forcément grand lien, mais des trucs un peu comme les salauds gentilshommes, tu vois, ce truc de la débrouille avec des missions et des... Voilà, même si c'est pas une mission ici, c'est plutôt le gars qui va se retrouver mêlé à des complots, mais c'est un peu plus dans ce délire-ci. Lionel Davoust a toujours une plume qui est belle et pas difficile à lire. Et enfin, alors là, on part sur une fantaisie totalement loufoque. Alors, cette fantaisie-là, je pense que ça pourra pas plaire à tout le monde, parce que c'est... Ça demande en fait un truc de je ne lis pas de la fantaisie pour que ça soit de la fantaisie belliqueuse avec un intérêt particulier, je lis de la fantaisie parce que c'est drôle et que l'univers est sympa. C'est Les Fourneaux de Crashmore. Donc c'est de Raphaël Bardas, j'avais jamais lu Raphaël Bardas. Ça se passe dans le même univers que son univers des Chevaliers du Tintamarre, mais ça se situe pas du tout à la même période et c'est surtout pas du tout le même ton. Les Fourneaux de Crashmore, c'est de la fantaisie dite humoristique gourmande. C'est-à-dire que c'est le genre de fantaisie que j'aime bien suivre en ce moment, parce que c'est des fantaisies qui se veulent assez différentes de tout ce qui est belliqueux, guerroyant. Il y a de l'action, alors ça n'en manque pas, mais on suit quand même l'histoire de 4 personnages plus hauts en couleur les uns que les autres, c'est-à-dire un chef cuistot, un mec qui vit chez sa mère, chez ses parents, qui aime bien manger et qui va se retrouver accusé du meurtre de son père parce que sa mère a tué son père et qu'elle sait très bien qu'elle va y passer, donc elle préfère dénoncer son fils. Super maman de l'année. Une jeune fille qui est la fille du général de la ville dans laquelle elle se situe, dont le père va absolument la forcer à se marier, mais elle n'est pas du tout d'accord.
On a donc son frère qui est l'autre, c'est un fils illégitime et tout, donc ils ont une relation un petit peu compliquée. Et une femme qui est mariée à un homme beaucoup plus vieux qu'elle. Et ce qui les rassemble, c'est qu'ils font partie de la même troupe de théâtre. Et que lors d'un casse, ils vont, parce qu'ils volent aussi, hein, c'est un peu des Robins des Bois, mais que pour eux, vont voler des objets magiques. Notamment, une va voler une plume qui est douée de conscience. Il y a une arme, voilà, il y a beaucoup de choses, sauf que ils vont devoir fuir la ville parce qu'ils vont être accusés de meurtre, et que plus ils avancent, plus ils se rendent compte que la mort suit leur chemin. Alors ça peut être hyper glauque quand je vous le dis, parce que vraiment il y a des scènes, notamment il y a une scène où ils sont accueillis par des créatures, où il y a vraiment un massacre, voilà. Mais il y a ce truc de personnage totalement loufoque. Il y a un décalage dans le ton de l'humour, c'est très gourmand parce qu'on parle beaucoup de bouffe, de bonne nourriture, de ce côté théâtral et tout. Voilà, ils se déguisent un peu comme des gens du théâtre pour avancer de ville en ville. Et voilà, cette espèce d'inquisition qui les poursuit. Et c'est un texte qui prend pas de concession sur le fait qu'on parle de sujets quand même assez graves, mais le tout avec une couche un peu... c'est un humour un peu gras, voilà. C'est pas un humour fin à l'anglaise, c'est un humour un peu français patoche, tu vois. Et c'est vrai que ça a son charme pour le coup. J'ai eu du mal à... alors j'étais très emballée par le début, les premières enquêtes, la première quête où ils doivent fuir et ce genre de choses. Il y a un petit ventre mou, je trouve, au milieu, dans le sens que je me suis rendu compte que ce texte, en fait, c'est pas vraiment l'intérêt de l'histoire, c'est plus les personnages et l'effet course-poursuite que quelque chose qui serait très travaillé sur le world building. Je pense que c'est un complément au Chevalier de Tintamarre d'une certaine manière. Et c'est vrai que ça a été frustrant pour moi parce que c'est plutôt le genre d'imaginaire que j'apprécie. Et parfois, les blagues étaient un peu trop lourdes pour moi, voilà, au niveau un peu trop gras et tout. Mais j'ai vraiment apprécié ma lecture du fait que c'est totalement en décalage par rapport à ce que j'ai lu, que c'est quelque chose qui manque, et que je trouve qu'en France, en plus, on doit être quand même très bon là-dedans parce qu'on est quand même connu pour notre ironie, pour notre humour. On retrouve ce truc un peu là-dedans, un peu patoche, que j'aime bien. Et c'est vrai qu'il y a des personnages qui sont très touchants. Il y a beaucoup d'informations, voilà, où on a des personnages assez charismatiques aussi qui rentrent dans l'histoire et avec des malédictions. En termes d'imaginaire, c'est assez foisonnant. Grande bataille de fin assez épique, qui est très chouette. Il y a quand même des morts, voilà, c'est une fantaisie qui est pas non plus une fantaisie où il n'y a pas d'intérêt narratif derrière. Du coup, des objets, je pense que en fait, c'est pas forcément très original, mais c'est pas un texte qui est, je pense, destiné à être original, puissant et ce genre de truc. C'est un texte qui est destiné à te faire rire, à passer une bonne petite lecture franchouillarde, où t'es bien, t'es posé, et voilà. La plume, franchement, est plutôt pas mal. Vraiment, parce que j'avais jamais lu Raphaël Bardas, mais il y a du vocabulaire, les personnages sont bien construits, et je trouve que les dialogues sont plutôt bien assaisonnés, si je peux me permettre, dans la métaphore culinaire. Mais voilà, ça se répond bien, et ça parle aussi de questions, notamment au niveau des femmes. On a des portraits féminins vachement puissants, et en fait, même les mecs, ils sont... C'est pas des clichés sur pattes, tu vois. Moi, j'ai trouvé le portrait, par exemple, de la jeune femme qui a été mariée à un homme beaucoup plus vieux qu'elle, et qui apprécie cet homme-ci, qui, quand elle part, va quand même subir un peu un truc horrible, de se reconstruire en tant que femme, et en plus, son pouvoir avec la plume est hyper intéressant. Et c'est des personnages très hauts en couleur. C'est ce qui m'a plu, et ce qui en fait que j'ai apprécié ma lecture. Mais c'est vrai que quand t'as une petite bande de loupards qui est surtout douée pour faire du théâtre et cuisiner, affronter un grand danger qui les poursuit, c'est pas de la petite crème pour eux, hein. C'est compliqué, mais sachez que sous le couvert de l'humour, il y a des scènes qui sont extrêmement brutales. En fait, il y a un décalage là-dedans qui fait un peu le sel de ce roman. Vraiment, il y a une scène de banquet avec des créatures où il y a un massacre, quoi. J'étais en mode, ah ouais, ça déconne pas. Vraiment, il y a ce truc de course-poursuite, et en même temps, les personnages aussi, je trouve qu'il y a une bonne énergie entre eux parce que chacun a ses relations les uns avec les autres, et ils doivent résoudre des choses, et que c'est pas facile à résoudre. Tout le monde se tient pas la main, et le bonheur illumine leur visage. C'est un peu plus compliqué, mais très chouette. Après, la fin, il y a une ellipse à un moment. C'est un peu précipité. En fait, on a toute une première partie du roman, et c'est vrai que ça est pensé comme un tome unique, mais je me dis, la fin arrive avec une très grosse scène finale, mais qui est en décalé par rapport au reste, où t'es en mode... ouais, ça se conclut assez vite.
mais je pense pas que ça soit non plus le but du récit de faire une fantasy très épique à la base. Mais vous savez que je suis plutôt amatrice de ça, donc forcément, c'est des choses qui me titillent. Sur ce, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu ces livres, notamment, franchement, Les Fourneaux de Crashmore, si vous avez envie de lire quelque chose d'assez différent, et si vous aimez un petit peu comme moi, tout ce qui est un peu bouffe, un petit peu freluqué, voilà, des choses assez drôles. Si vous avez aimé notamment La Tour de la Garde, le côté un peu culinaire avec Nox, je pense que ça peut vous plaire, même si c'est un peu plus humoristique. Mais je trouve que ça manque vraiment de fantaisie humoristique en France. Et quand c'est fait, parfois, c'est fait plutôt de manière parodique plutôt que humoristique. Mais je suis contente que Raphaël Bardas ça soit rentré là-dedans et que surtout les gens soient intéressés. Tu vois qu'il y a une demande derrière et ça fait plaisir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonnes lectures, une très bonne journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.